plein de gens nous ont dit « Oh, vous avez une super idée à ce moment-là de vous lancer là-dedans ». Mais non, on a eu une idée, d'accord. Et par contre, 1% et 99%, on a cravaché jour et nuit. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui à Paris, au siège de Stadline, avec une vue parisienne absolument magnifique, que nous avons la chance et l'honneur de rencontrer Frédéric Buisson. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être là et de nous accorder ce temps. Pour démarrer, je propose que vous commenciez par vous présenter. Oui, je m'appelle Frédéric Buisson, j'ai 41 ans. Je suis CEO de Stadline. Je fais 1m80 pour 83 kilos. Et je suis très heureux de vous recevoir au siège parisien de Stadline. Merci. Super, merci Fred de nous recevoir ici. Première question traditionnelle qu'on pose à tous les interviewés qu'on a. Qui était Frédéric Buisson? Alors on leur pose pas qui était Frédéric Buisson. Qui était Frédéric Buisson à 15 ans? Ouais, c'est une bonne question. Frédéric Buisson, à 15 ans, c'était un lycéen pas top au niveau des études. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais ça a été plutôt une souffrance. Mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mais c'était surtout un sportif extrêmement engagé. J'étais dans un cursus particulier, un peu une forme de sport-études, où je faisais du volley 16 heures par semaine plus les matchs. Et ce qui a beaucoup joué sur mon avenir. Donc voilà, j'étais grand sportif, je m'entraînais énormément et j'aimais beaucoup ça. Et ça a laissé chez moi quelques bonnes valeurs qui me servent encore aujourd'hui. Mais voilà, je faisais ça. Après, niveau études, à 15 ans, c'était un peu tout ou rien, quoi. Soit j'aimais beaucoup le prof et la matière me plaisait, et là, j'avais des très bonnes notes, soit j'étais très proche du zéro aussi. Donc ça a été un peu dur pour moi, les études. Voilà, comme je disais, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai jamais redoublé, hein. Mais bon, c'était vraiment dans la peine. Et tant que j'avais pas compris pourquoi je faisais les choses, j'avais vraiment du mal à les faire. C'est rigolo, ça me fait penser à toi ça. Pourquoi tu dis ça? L'histoire du brossage de dents sur la compréhension de faire les choses. C'est vrai, en fait, on parle beaucoup de sens dans tout ce qu'on fait, alors que ce soit d'un point de vue business, mais aussi dans Supacro. Et on se rend compte au final que les gens qui identifient le pourquoi de ce qu'ils font, en général, c'est des gens qui vont beaucoup plus loin. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, typiquement les maths, donc j'ai fait un bac S. Donc mon père a cette bonne blague de dire S comme sport, mais j'ai fait un vrai bac S comme tout le monde, et j'ai eu toujours beaucoup de mal en maths jusqu'au bac même. Ça a été heureusement que j'ai les autres matières qui m'ont rattrapé, et ça m'intéressait pas parce que je comprenais pas l'intérêt. Quand je suis arrivé en sciences économiques et que en microéconomie, les mêmes équations qui n'avaient aucun sens l'année d'avant ont été appliquées au comportement du producteur ou du consommateur en microéconomie, ça a été un régal, et je me suis mis à faire des maths appliquées à l'économie. Et là, j'étais très bon tout de suite parce qu'effectivement, il y avait un sens, je savais pourquoi je le faisais, je savais ce que j'essayais de démontrer, etc. Donc effectivement, oui, donner du sens, c'était mieux. On a parlé du sens humoristique de ton père. Dans quel environnement tu as grandi? Est-ce que tu as grandi déjà dans un environnement entrepreneurial ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai grandi dans un environnement aimant et bienveillant. J'ai une sœur qui a 11 mois, même pas 11 mois d'écart avec moi, donc on a toujours été très très proches. On a beaucoup déménagé pour suivre la carrière de mon papa, et ma maman aussi a fait une brillante carrière. Papa, grosse fibre DRH dans l'industrie, très très belle carrière dans un grand groupe français. Et maman, haut fonctionnaire, énarque, etc. Ils sont connus à Sciences Po. Donc voilà, un milieu quand même bien intello, pas du tout branché sport. Donc quand moi j'ai décidé que je serais sportif et que je voulais tenter le haut niveau, j'ai pas vraiment été suivi sur cette voie-là. Mais voilà, ils ont jamais mis de frein ou quoi. Ils ont toujours été cool. Ils ont une compréhension. Ma sœur était très bonne élève, et moi chaque année, elle a un an de plus quasiment, et donc chaque année j'arrivais derrière, et ça commençait toujours au début de l'année en disant j'espère que vous êtes aussi brillant que votre sœur, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas être déçus. Donc voilà, ça a été dur, mais ils ont toujours été rassurants et pas inquiets sur ce que je ferais de ma vie, même si j'étais pas au top à l'école. Et voilà, donc c'est voilà, un environnement très très propice à la construction personnelle, aimant et bienveillant. Voilà.
Un environnement sain. Incontestablement. Mais pas du tout entrepreneur. Pas entrepreneur et pas sportif. Donc moi j'ai fait les deux. Bon, tu fais soit comme tes parents, soit l'opposé. Donc moi j'ai fait différemment. Du coup, le goût du sport, il arrive quand? Il arrive très tôt. Parce que je suis d'origine savoyarde, que j'ai été sur les skis très tôt, que j'ai toujours aimé la montagne, le ski, la glisse. Et puis en suivant la carrière de mon papa, je l'ai expliqué, je suis arrivé en région parisienne et que là il y avait moins de montagnes et que c'était le volleyball a débarqué dans ma vie. Et là j'ai commencé à aimer, on a commencé la compète, qui dit compète, dépassement de soi, challenge. Je m'entraîne, je gagne, je perds, j'apprends à gagner, j'apprends à perdre, j'apprends à être dans une équipe. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sortent de là. Et ça m'a plus jamais quitté. Je vois bien, je comprends bien. Et c'est des notions qui me font écho. Moi, j'ai fait aussi du sport de haut niveau, donc je comprends bien En le quoi côté sport d'équipe. Aviron. Ok. Ah ben on a un champion de France là. Il a 6 titres nationaux. Hugo, que vous avez vu tout à l'heure. Je suis sûre que c'est un très bon team player. Ouais, c'est surtout un très drôle team player. Mais Moi, je me permets de rebondir sur les études. Tu nous as parlé tout à l'heure de tes études. Du coup, quel type d'études et du coup, comment tu les as choisies? c'est elles qui m'ont choisi. Non, donc j'ai fait S parce que c'était la voie royale entre guillemets. Ce que je trouve complètement débile aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est une sélection par les maths, ça se fait toujours, ça continuera à se faire comme ça longtemps. C'est extrêmement dommage de passer à côté de talents français parce qu'ils sont pas bons en maths. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai fait S. Et puis après, j'avais quand même un fond de goût pour le business, l'économie, essayer de comprendre ça, etc. Donc j'ai enchaîné après le bac en sciences économiques à Paris 10, où j'ai fait 4 ans. Et puis bon, c'est vrai que les tableaux noirs, les amphis, c'était sympa, ça s'est bien passé. J'ai eu des résultats, j'ai eu 19 en microéconomie, 2 en stats. L'année d'après, l'inverse. Enfin bon, ça dépendait toujours du prof ou du sens que j'y trouvais. Hein, c'est la même chose. Mais bon, j'ai quand même eu mes examens. Et puis là, j'ai fait une admission parallèle pour les écoles de commerce. Et j'ai eu Toulouse qui était super cool parce que t'es pas loin des Pyrénées, t'es pas loin de la mer. Enfin, il y avait plein de choses qui allaient bien. Et puis c'était une bonne école. Et donc voilà, je suis rentré à Toulouse. Et j'ai fait 1 an, parce que toujours en direct en deuxième année. Et après, une année de césure qui a été pareil, un peu révélation pour moi, puisque je me suis retrouvé en stage à Paris. J'ai fait 2-3 stages différents. Et là, je me suis senti mais comme un poisson dans l'eau dans le monde du travail. C'est-à-dire que pour la première fois, je n'avais pas à me forcer. J'aimais ce que je faisais et l'image qu'on me renvoyait du travail que je faisais était super bonne. Et du coup, là, c'est un vrai cercle vertueux où tu te sens bien, tu te lèves le matin sans problème, tu es content d'aller bosser. Voilà ce que tu fais. Alors que c'était que des stages. Hein, mais voilà, ça m'avait mis le pied et ça m'avait donné confiance dans le monde du travail. J'avais envie de finir vite les études pour y retourner parce que je trouvais ça super. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? Quel type d'activité? Qu'est-ce que tu as cherché dans ces premières expériences que tu voulais peut-être confirmer Bon, j'ai su ce que je voulais pas trop faire tout de suite. Donc j'ai fait un stage dans une petite boîte qui faisait de la communication par l'objet publicitaire, etc. Boîte d'une dizaine de personnes, avec un fond de crise, tout n'allait pas bien et tout ça, mais c'était une petite boîte, ça comptait pas 16 heures, ça bossait bien, c'était super. Donc ça, là, j'avais vraiment beaucoup aimé, et surtout, tu faisais un peu de tout. Et ça, j'avais vraiment bien aimé. Hein. Donc je faisais de la logistique, je faisais du contrôle de gestion, je faisais de la compta fournisseur, je faisais un peu de tout. Donc ça, j'avais aimé ça. Et le stage d'après, pour vraiment avoir 2 expériences significatives, AGF Assure Finance à la Défense, costard gris, cravate rose, donc super, grosse structure, hyper cloisonnée, toi tu vas faire ça, c'était le lancement d'un CRM. Donc là j'ai commencé à mettre un pied un peu techno et besoins clients, comprendre que le logiciel doit répondre à des besoins d'un client, ce qui m'anime encore aujourd'hui. Donc ça a été vraiment une bonne expérience, mais quand j'ai fini, ça s'est très bien passé. Et quand j'ai fini, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire ça tout de suite. Il faut que je trouve autre chose à faire. Voilà. Et donc là, j'ai fini l'école de commerce. Il fallait faire un stage à l'étranger. Tout le monde partait en Angleterre, aux États-Unis, au Canada pour avoir une expérience en anglais. Et moi, je suis parti faire du développement économique local en Tunisie, qui a été une expérience extraordinaire humainement pour moi. J'ai énormément appris. J'ai été bombardé dans une petite ville du nord-ouest de la Tunisie qui s'appelle Béja, où il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et c'était la construction d'une chambre de commerce
associé à une école où on donnait des cours. Donc j'étais prof de français, prof d'informatique, prof de méthodologie. Voilà. On a monté avec des Allemands des projets d'import et d'export de différentes choses. Enfin, voilà, ça a été extraordinaire. Humainement, j'ai été hébergé par des gens très vite et des personnes qui sont encore des amis aujourd'hui. On continue à suivre, etc. Donc voilà, ça a été... c'est entre le stage à la Défense et un an après, je me retrouve à Béja, ça n'avait rien à voir. Ça a été top dans mon parcours. C'est des expériences super différentes au final en termes de contexte, d'environnement, de rythme aussi, j'imagine. C'est des choses qui sont super importantes pour un étudiant. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu recrutes des profils un peu juniors, est-ce que c'est des choses que tu regardes ou alors pour toi c'est un détail? Alors, le recrutement, c'est toute une science, hein, et je suis loin d'être arrivé, d'être satisfait de ce qu'on fait aujourd'hui en recrutement. Mais ouais, les diplômes et le CV, c'est très bien. Et après, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as fait? À quel moment tu as kiffé? À quel moment tu n'as pas aimé? Et c'est tellement important. On revient à trouver du sens. C'est si dans le parcours de quelqu'un, ce que toi, tu vas lui amener, avec cette boîte et ce qu'on fait et les valeurs qu'on a aujourd'hui, etc. Ça s'inscrit dans son parcours personnel et il va y trouver du sens. Tu sais que tu n'as plus de questions à te poser, ça va marcher nickel. Mais bon, après, tu regardes toujours un peu les diplômes, mais c'est pas ce qui nous anime vraiment aujourd'hui dans le recrutement. J'ai un exemple juste, au support, c'est un poste très compliqué le support, hein, c'est un call center, les gens appellent, ils t'appellent rarement pour te dire tout va bien. Donc c'est un poste un peu dur. Et au début de l'aventure, on avait recruté, je crois que c'était l'un des premiers au support, et de formation, il était garçon boucher. Et ça a été le meilleur gars qu'on ait eu au support. Et c'est vraiment un très bon exemple de, pas trop regarder les diplômes, et le gars était hyper impliqué, passionné personnellement d'informatique, et il avait l'occasion d'en faire son métier. Donc ça avait du sens pour lui, c'était génial. Et ça a très bien marché. Il y a quelque chose dont on a parlé en préparant un peu et en discutant avant l'entretien. On a parlé des personnes qu'on avait rencontrées et qui nous ont amenés où on est aujourd'hui individuellement. Est-ce que toi, pendant cette période-là, entre 18 et 23, 25 ans, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été vraiment des game changers pour toi? Alors, il y a un poids énorme dans ma construction personnelle, mais beaucoup plus que ces âges-là, qui est mon grand-père. C'est le chemin de vie de mon grand-père était tel que, je pourrais dire, je me suis mis la pression, mais que je me sentais l'envie de faire à mon échelle, avec ma génération et mes outils, etc., un chemin comme le sien. C'est-à-dire vraiment, c'est quelqu'un qui est parti de chez zéro au fin fond de la Savoie et qui est arrivé, qui a fait une brillante carrière, qui a fait des cours du soir, qui est devenu ingénieur, et je rajoute les histoires de guerre, de machin, enfin voilà, des vies comme 15 vies dans le même bonhomme, et j'ai eu la chance que ce soit mon grand-père. Donc ça m'a beaucoup, dans ma construction, ça a beaucoup participé. Et après, dans les vrais game changers, il y a les 4 avec qui j'ai commencé cette aventure, qui étaient des fournisseurs ou des collaborateurs avec qui on bossait avant de monter cette boîte. Et puis voilà, on est devenus copains, on se respectait dans le boulot. Donc on est devenus copains, on débriefait un peu le soir, etc. Et puis un jour, après de très très nombreuses bières, on a décidé, on lâche tout et on monte une boîte. Et ça a été une bonne décision, mais sur le coup, c'est vrai qu'elle était un peu... on l'a fait. Et l'histoire est belle, mais c'est vrai que la façon dont ça s'est fait, c'était vraiment... tout le monde en avait marre, il y avait un espèce de truc, il faut trouver du sens, voilà. Autour de nous, il y a plein de gens. Autour de nous, les gens avec qui on travaille, nos boss, etc., ça ne nous va pas vraiment. Et autour de nous, il y a plein de gens qui se lancent. Et franchement, pourquoi eux et pas nous, quoi, parce qu'on ne se sentait pas plus débile. Et du coup, on est parti comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui était fort pour toi dans ton apprentissage avant justement le jour où tu t'es dit on se lance? J'imagine que tu as eu une carrière professionnelle avant ça, tu t'es construit. Avec le recul, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as été chercher comme compétences ou comme mindset qui t'ont permis du coup de dire un jour on se lance? Mindset, je le disais, c'est le fait d'être accrocheur, l'agnac, de jamais rien lâcher et de se dire on va y arriver. Voilà, si ça marche pas dans ce sens-là, on fera le tour, d'être agile, de pouvoir vraiment jongler et savoir danser sur toutes les décisions qu'on prenait, etc. Mais ça, ce côté accrocheur, bagarreur, compétiteur, c'était ces années de sport, etc., qui m'ont jamais quitté. Après, sur l'apprentissage, évidemment, le fait d'avoir une expérience dans le conseil où tu vois plein de boîtes différentes, plein de process,
et puis tu arrives avec un œil neuf, donc tu as tendance à assez vite voir mais pourquoi ils font ça comme ça. Du coup, tu as une expérience ça va assez vite quand même en termes d'apprentissage. Et puis, moi je sortais d'un grand groupe à l'international avec voilà, le poids des décisions, une espèce de chape politique qui commençait à se faire sentir, etc. dans ce qu'on faisait. Et je me dis, bah, moi je veux tout sauf ça. Donc, voilà, ça m'a bien drivé. Et puis, enfin, ouais, après les compétences, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. C'était un pied dans la techno, être capable de parler avec des gens qui font du dev et être capable de parler avec des clients qui eux parlent avec leurs mots pour exprimer leurs besoins. Et entre les deux, il faut que je traduise ça en fonctionnalité, que tout le monde se comprenne et puis à la fin que ça réponde aux besoins. Et c'est cette espèce de truc un peu au centre de l'étoile ou un peu bicéphale, c'est un truc qui me plaisait beaucoup d'un côté comme de l'autre. Tu as eu un démarrage de carrière. Alors, attention, ce que je veux dire, c'est pas du tout négatif. Hein, c'est assez classique au final. Où école de commerce, tu rentres dans un grand groupe, un deuxième grand groupe. Beau petit démarrage au final, comme des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Et là, tu t'es posé probablement une question où tu as eu des sentiments qu'encore une fois, des dizaines ou des centaines de milliers de personnes se posent. Mon boss me plaît pas. Il y a plein de politiques. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et là, il y a une discussion avec tes potes. Oh, ok, on lance une boîte. Alors c'est super. Par contre, il y a énormément de choses qui sont entraînées par ça, des risques également. Comment tu as su gérer, toi, en tant que jeune professionnel, la prise de risque? En fait, les risques étaient quand même assez limités. Je ne vais pas dire qu'on avait un peu confiance, mais déjà, j'avais une confiance aveugle dans les compétences des gens avec qui je me lançais. Et compétences et valeurs. Quand on a commencé 4 autour d'une table dans une pépinière, un bureau de 20 mètres carrés, je ne vais pas dire que j'ai jamais douté, mais quasiment. Je dis, mais si ça ne marche pas là, ça marchera là. Et de toute façon, on ne lâche rien. À un moment, ça va marcher, c'est pas possible. On a des têtes bien faites, on bosse comme jamais, parce que 1% d'idées, 99% de boulot. Hein. C'est ça, incontestablement. Hein. Oh, vous avez une super idée. Hein, désolé, je t'interromps, je pense qu'il faut le redire. C'est tellement important qu'il faut le redire, je pense. Ouais, je peux le redire. Mais non, mais c'est très vrai. C'est que plein de gens nous ont dit, oh, vous avez une super idée à ce moment-là de vous lancer là-dedans. Mais non. On a eu une idée, d'accord, et par contre 1% et 99%, on a cravaché jour et nuit. Enfin, je vous raconterai une journée type les 2 premières années dans la boîte, mais c'était n'importe quoi. Enfin, moi, je me suis transformé en électricien, je tirais des câbles dans des faux plafonds, je livrais à l'autre bout de la France. L'après-midi, on était chez un banquier, le matin à la chambre de commerce. Enfin, c'était des journées incroyables parce que. Et puis en plus, quand on s'est lancé dans les clubs de fitness, nous, on ne gérait pas des clubs de fitness. On avait évidemment une appétence pour le sport, on connaissait les clubs de fitness, mais jamais de l'autre côté du comptoir. Et donc, passer du temps sur le terrain, aller chercher, déjà se faire connaître, aller chercher le vrai besoin, comprendre ce que faisait la concurrence mal et comment on pouvait, nous, trouver une place pour notre boîte, ça a été hyper important. Et ça se passe sur le terrain. C'est pas sur Internet ou je sais pas quoi. Si tu passes, tu parles avec les gens et tout. Et on a fait des milliers de kilomètres. On avait une vieille Peugeot qui avait je sais pas combien de milliers de kilomètres, qu'on avait mis un autocollant Reza Mania, on l'appelait la Reza Car ou la Reza Force One. Enfin voilà, mais c'était une super époque. On faisait tout, on tirait des câbles, on installait des tripodes là comme dans le métro pour faire le contrôle d'accès. On faisait on faisait du développement. On voyait un club, il nous disait ouais j'aimerais bien faire ça. Ouais, c'est une super idée. Dans la voiture, au retour, on briefait les devs qui étaient à Paris, ils développaient. Le lendemain, c'était en prod. Voilà, c'était génial comme partie. Après. Sur la prise de risque, à titre vraiment personnel, elle n'était pas démentielle. J'ai pas de femme, pas d'enfant, pas de crédit. Je reconnais une grande force à la France, c'est que quand tu quittes ton boulot, on avait fait une rupture conventionnelle, tu as 24 mois de chômage ou l'ACRE à l'époque, etc. Et qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est resté en France et qu'on restera en France, c'est que le premier actionnaire réellement de l'entreprise, c'est l'État français. On n'aurait jamais monté cette boîte si on n'avait pas été en France. On a mis le capital de départ, c'était 6 000 euros. Enfin, voilà, donc, en revanche, on a pu le faire parce qu'on savait qu'on avait X mois de chômage ou qu'on avait pris là qui nous permettait de nous lancer dans l'entreprise. Ça, c'est un point hyper important aussi. Et on critique souvent la France et il y a quand même, ça pousse quand même à l'entrepreneuriat aussi. On te rejoint tout à fait là-dessus. Hein, et c'est une question qui revient très souvent quand tu as un profil un peu ou commercial ou ingénieur avec une expérience internationale ou dans une multinationale. On te dit mais
pourquoi tu es venu ici. Et je pense que ce que tu partages là, c'est au final des besoins très triviaux, des besoins en fait de vie ou de survie, mais qui sont capitaux quand on lance une entreprise, donc complètement. Je pense que c'est vraiment important. Après, est-ce que tu as vu, toi, le marché français comme le marché dans lequel tu voulais rester et te développer, ou alors tu as voulu utiliser le marché français pour après t'étendre et arriver là où tu en es aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. Alors, déjà, nous, on s'est dit, on va se verticaliser dans le fitness, parce que, en gros, le gros de l'activité, c'est un logiciel de gestion de club de fitness, qu'on appelle un BMS, Business Management System, qui est une forme de ERP, CRM dans une niche, où on va gérer tout le besoin d'un club de fitness. Donc, ça va du contrôle d'accès, avec les badges, les cartes électroniques, etc., jusqu'à déverser les données dans la compta. Donc, tu as toute la partie réservation en ligne, app, planification, tout ce qui est membership economy, donc tout le prélèvement automatique des abonnements. Donc, il y a une partie un peu fintech dans notre métier, etc. Et ce truc-là, j'avais un peu voyagé. Il y avait des clubs de fitness partout. Et en France, il y avait une marque très connue à Paris, qui est moins connue aujourd'hui, et quelques clubs en province très atomisés. C'était que des indépendants, etc. Il n'y avait pas de gros chaînes et tout. Je me dis, mais c'est pas possible. On regarde un peu les chiffres. On était l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, j'en parle pas, les UK, tout le monde était devant et tout. On dit mais ça va claquer un moment en France, ça va y aller. Et du coup on a décidé en 2011 de verticaliser là-dedans. Et c'est vrai qu'on a pris la vague, coup de bol, voilà, ou belle analyse, mais je préfère dire coup de bol. Et du coup on a pris la vague, la vague au bon moment. Et du coup, il y a eu beaucoup à faire sur le marché français. Et on a eu la chance de discuter avec des décathlons, avec des fonds, avec des... Oui, alors faites-nous un business plan pour partir à l'étranger, etc. Et nous, on a toujours une espèce de frein en disant, commençons par être les patrons chez nous, ayons une position forte et défendable, comme on dit en stratégie, mais qu'on soit bien tranquille chez nous avant de s'exciter et d'aller ailleurs. Donc aujourd'hui c'est le cas, mais commençons par être fort, peut-être pas forcément leader, mais en tout cas vraiment solide, parce que si on commence à se disperser et qu'on réinvestit là-bas, etc., et qu'on se fait attaquer chez nous, ça peut aller très vite. Donc voilà. Et en plus, on a suffisamment de taf en France. On avait déjà du mal à répondre à la demande et tout, donc ça nous suffisait largement. Et donc voilà, on est plutôt resté en France. En revanche, nos clients nous ont emmenés à l'étranger. C'est-à-dire que les chaînes qu'on a commencé à équiper ont ouvert des clubs à l'étranger, et du coup, par la force des choses, on a traduit, gérer d'autres monnaies, d'autres time zones, etc. Et on est parti à l'étranger avec nos franchises. Mais c'est encore une toute petite partie du business à l'étranger, même si en 2021, ça va accélérer fort. C'est une belle stratégie. C'est très fort d'avoir réussi à entraîner ses propres clients dans sa propre stratégie en disant commençons par être ici et puis on verra plus tard. Est-ce que ça, en termes de décision d'entreprise, vous étiez 4, comment vous avez dealé entre vous? Comment vous avez communiqué entre vous? Comment vous avez réussi à vous aligner? J'imagine que ce n'était pas forcément aligné tous les jours, mais du coup, il faut quand même une sacrée cohésion d'équipe et finalement un sacré engagement de tout le monde dans la même direction pour en arriver là. Voilà, la gouvernance, c'est un peu un terme galvaudé à cette époque-là, mais c'est vrai qu'on a été 4 et que ça décidait vraiment à 4 pour beaucoup. Ça débattait, on n'était pas forcément d'accord. On avait ce qu'on appelait les réunions vidage de sac, qui étaient hyper importants. C'est-à-dire que quand ça commençait à ronchonner, on n'était pas tous d'accord et tout, on se mettait autour de la table, en général le soir, et on quittait la table quand tout le monde avait vidé son sac et qu'on était d'accord. Et ça a été une façon de faire hyper collaborative. Aujourd'hui, clairement, c'était génial, mais on était 15, 20 dans la boîte. Aujourd'hui, on est plus de 100, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Mais en tout cas, c'était un passage qui nous a permis d'aligner tout le monde sur les décisions qu'on prenait et où on allait, et ça a toujours plutôt bien fonctionné. Et puis après, tu argumentes, hein, un coup c'est toi, un coup c'est pas, voilà, et puis la stratégie se dessine, mais on a toujours assez vite partagé les grosses orientations stratégiques. Parce qu'il y a plein de... Enfin, pareil, le terme stratégie, c'est un truc que je trouve un peu trop utilisé aujourd'hui, quoi. Tout le monde fait de la stratégie et tout le monde en fait tous les jours. La stratégie, si tu veux pas être une girouette, t'en poses une. Tu poses ta stratégie, tu vois là ce qu'on va faire, et puis après c'est de la tactique quotidienne pour aller arriver à la dérouler. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être agile, et il faut être rapide pour changer, surtout avec ce qu'on vient de vivre avec le Covid, ce qu'on est en train de vivre avec le Covid, etc. Évidemment que tu ne vas pas aller dans le mur et qu'il faut savoir avoir un petit jeu de jambes un peu rapide, mais tu ne vas pas réinventer ta stratégie tous les jours. Nous on a dit on se verticalise dans le fitness. Au premier client qui nous a dit non, ça ne m'intéresse pas, on n'a pas dit on va faire du foot. On est resté dans le fitness, il faut appuyer, il faut quand même avoir certaines convictions. On dit ça va marcher. Et puis le deuxième, il a dit oui, puis le troisième. Et puis après, on a commencé, et puis après boule de neige, et puis c'est parti. Mais il faut pas changer sa stratégie. Alors on parle toujours de faire le pivot, fine.
mais il ne faut pas le faire tous les jours non plus, quoi. Il y a un vrai arbitrage entre agilité et girouette. Il ne faut pas confondre les deux, je pense. Je pense que c'est un point important, hein. Je pense que effectivement, le point stratégique, et c'est pas la première fois qu'on l'entend, hein, de plus en plus, c'est on met une stratégie. Ce qui va faire son succès, c'est le delivery, c'est la manière dont on va l'exécuter au quotidien. C'est bien qu'on en parle parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit. Nous, on en est convaincus, hein. Et je pense que c'est important pour tout le monde de dire que c'est vraiment dans la force d'exécution qu'on arrive à atteindre ses objectifs et sa stratégie. Et c'est pas parce qu'elle n'était pas bonne qu'on n'y arrive pas, c'est parce que peut-être que l'effort y a été mis, il n'était pas nécessaire. Moi, je vais revenir sur le côté esprit d'équipe. Depuis le début, on discutait avec toi, tu nous as parlé de sport co, monter une entreprise à 4. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce côté, justement, travail en équipe. On a l'impression que tu n'as jamais été tout seul, que c'est quelque chose qui te rend plus fort d'être en équipe. Qu'est-ce que ça traduit pour toi? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Comment ça te développe? Alors, j'ai souvent entendu la solitude du chef d'entreprise. Pardon, pas moi, jamais. Nous, on a été 4. J'ai jamais eu un moment où... Alors, tu as des moments durs, où tu doutes, des moments où toi, tu portes une stratégie, on en parlait, et puis les autres ne te suivent pas vraiment, donc tu peux te sentir... Mais sur le fond de je me lève le matin et je me retrouve seul dans la pépinière en disant est-ce que je fais bon chemin, etc. On n'a jamais vécu ça, parce que nous, on était la tête dedans. On bossait ensemble et on se soutenait les uns les autres. Quand il y en a un qui a un peu un coup de mou sur un truc, l'autre sort une super feature, ça trouvait le moral. Et voilà comment on a avancé. Et je garde tes arrières, tu gardes les miens. Ça a hyper bien marché, au moins au départ. C'est le moment le plus dur, hein, le départ, les premiers mois, donc les premières années même. Donc ça, il y a un vrai sport d'équipe où je me suis jamais senti seul, et je pense que les autres non plus. Après, sur une équipe, c'est Benoît qui est l'un des premiers, qui tient ça d'un grand entraîneur de handball, qui disait je ne sais pas comment on fait pour gagner, j'ai pas de recette pour gagner, en revanche je sais parfaitement comment on fait pour perdre. Et ce truc-là, ça nous a vachement servi, parce que je ne sais pas comment on fait pour gagner, parce que y a de l'entraînement, il y a du talent, il y a de la technique, et puis il y a les autres en face, il y a les adversaires, ça c'est une chose. En revanche, pour perdre, je sais exactement comment on fait, c'est que ça vient de chez nous. C'est quand tu commences à te bouffer le nez, quand tu n'as pas de cohésion, quand ça ne tire pas dans le même sens, là tu es sûr de perdre. Et tu n'es pas forcément sûr t'es pas sûr de gagner, mais c'est pas parce que tu perds pas que tu vas gagner, mais en tout cas on sait comment on fait pour perdre. C'est quand ça commence à pourrir de l'intérieur, et que ça tire pas dans le même sens, qu'il y a des non-dits, qu'il y a des voilà. Et ce truc-là dans l'équipe, il a toujours été hyper important. Je parlais des vidages de sac. Les vidages de sac faisaient en sorte qu'au moins on savait qu'on n'allait pas perdre. Voilà. Et c'est un truc qui a été vraiment important, être bien conscient de ce qui nous fait perdre, et quand tu mets le doigt sur quelque chose qui va te faire perdre, essayer de lever le frein très vite. C'est ça ton super pouvoir de chef d'entreprise, de pouvoir fédérer des équipes autour de toi et de pouvoir s'assurer que tout le monde avance dans le même sens, ou pour toi c'est vraiment un vrai effort commun, parce que autant qu'on en parle souvent quand même, c'est super dur de démarrer seul, et on conseille, c'est un pris parti, mais on conseille à personne de démarrer seul. Après, avoir une équipe avec que des chefs, c'est compliqué aussi. Ouais. Donc souvent il faut aussi un leader. Est-ce que c'est ça ton super pouvoir? Ouais, ça s'est dessiné comme ça. Et attention, enfin, le leader n'est pas mieux que les autres, hein. C'est juste, il a des compétences particulières qui font qu'on va le mettre devant. Et bon, c'est lui qui prend les coups. Il peut prendre des lauriers, mais c'est lui qui prend les coups aussi. Mais c'est pas. S'il y a un génie ou des génies dans la boîte, c'est pas moi. Il y en a d'autres qui sont vraiment du domaine du génie. Mais leur job et leurs compétences, c'est pas d'être devant, d'être leader. Moi, si effectivement, si je devais, s'il y a un truc que je sais faire qui marche, enfin qu'on me prête en tout cas, c'est de savoir effectivement fédérer, d'emmener les gens avec moi, d'être capable de convaincre et de donner confiance, et que les gens me suivent. L'autre truc, c'est la force de l'exemple. C'est end zone. Je mets les mains dedans tout le temps. Quand je disais j'ai tiré des câbles, j'ai posé des tripodes, on a tout fait dans cette boîte, et pas que moi, les autres aussi. Et du coup, quand tu commences à recruter et dis mais attends, les patrons ils sont partis toute la nuit, ils ont installé des clubs, le lendemain ils sont au boulot. Ouais, et en fait c'est une force aussi, et c'est quelque chose qui transpire dans la boîte, c'est que je ne vais pas dire tout le monde va se mettre à faire le ménage, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc que tu dois transpirer dans le côté j'ai les mains dedans, et il n'y a pas de petites tâches et de grandes tâches, et il n'y a pas, voilà, quand il faut y aller, il faut y aller, et puis voilà. Et
ce truc-là, de vraiment mettre les mains dedans, ça a été un point important, je pense, dans la façon de manager, si je puis dire, ou en tout cas de l'idée certaines périodes. Et puis le positivisme communicatif. C'est-à-dire que je ne suis pas un foufou, tout va bien tout le temps. Évidemment que je suis capable d'analyser les périodes difficiles, et Dieu sait qu'en ce moment on ramasse, mais il y a toujours, moi j'ai toujours été positif. Je me suis jamais dit, s'il se passe ça, on va se planter. J'ai toujours avancé en me disant, ouais, on va y arriver. S'il se passe ça, on va y arriver. Et ça, c'est un truc qui est important aussi dans la façon dont on passe les différentes étapes, c'est de faire des succès une énorme fête dans la boîte. On a signé un compte, on a sorti une version, on a machin. Il faut que ce soit partagé, une énorme fête, et de faire des échecs, des beaux enseignements. Essayer de partager à fond en se disant on s'est planté là-dessus, et là vraiment de débriefer, de passer du temps sur mais si on avait fait ça, ok, nanana, bon bah la fois d'après on m'y reprendra pas une deuxième fois, on va cartonner. Et vraiment ce truc-là, du coup à chaque fois tu dois vraiment les grosses fêtes ça aussi c'est une valeur assez forte dans l'entreprise. Faire des grosses fêtes, c'est un point important. C'est pour ça que vous avez pris un rooftop au milieu de Paris? Ouais, avec une plancha, bien sûr. Et il y a de la musique. Non, mais, alors oui, c'est aussi important dans la boîte, les temps off. Ça a été quelque chose, parce je l'ai dit, on a quand même décidé de monter cette boîte au bar, et pas que. C'est-à-dire qu'il y a vraiment alors je ne vais pas rentrer dans le délire, on a un baby-foot, une table de ping-pong, et on a une start-up, c'est génial. Mais nous, il y a quand même les temps off, et il n'y a pas que les associés, etc., qui participent à ces temps off, mais de plus en plus de monde, parce que tu fais une grosse journée la tête dedans, et en fait, le petit apéro en fin de journée, de temps en temps, ça permet de débriefer. En général, c'est une période les gens se lâchent un peu plus, de créativité aussi. Tu te briefes pour le lendemain, tu t'encourages, tu machin, et c'est un vrai temps fort dans une journée de travail, le moment où on se pose là, et on discute un peu. On a fermé les PC, et là on est entre humains. On dit souvent qu'il se passe beaucoup de choses à la machine à café. Je partage, et c'est vrai en fait. C'est un temps où les gens, ils n'ont plus la pression, le cadre du travail. Et en fait, ils vont être beaucoup plus spontanés et beaucoup plus ouverts. Et effectivement, je pense qu'on arrive à créer des nouvelles choses, à comprendre les choses qui vont bien, qui vont moins bien. Et moi, je partage assez ce côté off dans le partage. Complètement. La petite phrase qu'on disait tout le temps au début de Rezamania, on le dit encore, c'est work hard, play harder, mais dans cet ordre. Et c'est un truc qu'on a toujours, mais aux entretiens de recrutement, on le disait, tu verras, on bosse comme des dingues, on s'éclate, voilà, il y a une vraie bonne humeur, il se passe plein de choses avant, après, le travail, etc. Mais en tout cas, le fun, c'est après, et c'est dans cet ordre qu'on le fait. Et en gros, c'est pas, je veux dire la récompense, mais tu profites vraiment de ton after work si tu as justement fait un gros work avant. Et ça, c'est un vrai truc chez nous. Alors, je saisis l'opportunité que tu viennes de parler de ça. Nous, on souligne qu'on peut faire plein de choses dans la vie, mais qu'effectivement, il faut travailler fort pour ça. Est-ce que tu pourrais, toi, vraiment partager ton expérience on travaille fort, mais en fait, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, et qu'est-ce que ça te procure à toi, personnellement, en termes de développement, voilà, vraiment ton ressenti face à tout ça? On a passé beaucoup de temps à travailler. On n'a pas compté nos heures, on n'a pas compté nos kilomètres, je le disais. On n'a pas, ça a été. Mais le goût du travail accompli, ça n'a pas d'équivalent, quoi. C'est que nous, une fois de plus, je disais 1% d'idées, 99% de boulot. C'est que bon, voilà, on a fait du dev, on a développé quelques trucs très malins technologiquement, mais on n'a pas fait de révolution technologique. On est arrivé sur un métier qui existait déjà, où on est devenu aujourd'hui le leader, mais il y avait un acteur en place. Donc il y a du talent, il y a des génies dans la boîte, etc. Mais on n'a pas sorti un truc colossal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé plus que les autres, sans jamais rien lâcher, et qu'aujourd'hui, ce qu'on en retire, c'est je me retourne, je vois les étapes qu'on a passées, où on en est aujourd'hui. On fait partie d'un grand groupe international, on attaque les UK, l'Espagne la même année, on a fait de la croissance externe, on est plus de 100 personnes. Là tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, j'ai contribué, j'ai participé à cette aventure-là, en partant de 4 bonhommes autour d'une table. Je suis content. C'est extrêmement... c'est mieux qu'un diplôme à la fin d'une année scolaire où je galérais. Là, tu as un vrai truc à titre personnel, et c'est pas fini, hein. Attention. Justement, j'allais embrayer là-dessus. Vous avez fait un beau succès jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce qui te motive pour te dire, mais c'est que le début, quoi. C'est que le début, il y a encore devant nous des choses exceptionnelles qui nous attendent. Alors un beau succès, c'est un beau succès personnel pour toute ma team d'hier et d'aujourd'hui et pour moi. Mais dans l'absolu, en termes de chiffres, de machin, il y a toujours mieux, il y a toujours plus rapide, il y a toujours plus. C'est pour ça que nous, on ne se compare pas trop, on vit notre truc, notre aventure entrepreneuriale. Pour nous, c'est un succès. Maintenant, pour d'autres, c'est une gentille PME française. Mais on s'en fout, nous, c'est le ressenti qu'on a et la niaque qu'on a mis dedans et qu'on continue à mettre dedans. Maintenant, pourquoi j'ai envie de continuer? Là, on a une grosse étape, c'est qu'on on est rentré dans un grand groupe, etc. Mais là, c'est juste démentiel comme ressenti. C'est que les mêmes, en plus gros, on se retrouve à parler avec des Australiens, des Néo-Zélandais, des Américains. On va en Angleterre, on a des calls toute la journée en anglais. Pour nous, c'est juste démentiel. On échange avec les autres pays qui font le même métier que nous, les best practices, et on a les mêmes problèmes. Le Covid pour tout le monde, ça c'était cool, comme ça a mis tout le monde sur un bon pied d'égalité. Lockdown pour tout le monde, donc comme ça, qu'est-ce que vous faites dans vos clubs et qu'est-ce que vous apportez à vos clients, etc. Donc ça a été vraiment un échange hyper intéressant pour nous. Et une fois de plus, c'est l'image qu'on nous renvoie de nous, petits franchises qu'on fait dans notre petite boîte, parce qu'on est une des petites boîtes du groupe. On est invité dans plein de calls, on nous demande notre avis sur plein de trucs, et là on se dit finalement avec notre petite boîte française, on est dans le game, et du coup c'est hyper motivant. Moi j'ai envie de continuer à apprendre, j'ai envie de pousser à l'étranger ce produit, de savoir que cette marque là va exister au UK, en Espagne l'année prochaine. C'est juste démentiel, et puis continuer à emmener des équipes, hein. On en est à je sais pas combien de bébés et de mariages dans la boîte. Ça aussi, c'est un truc qui est. Tu te dis, bon, il y a eu tant de maisons achetées, tant de bébés nés, tant de mariages. Tu te dis, ouais, c'est aussi une évolution de la boîte, quoi. Alors pour en arriver là, j'imagine que tu as traversé. Alors je sais pas s'il faut utiliser doute ou incertitude. Tu me diras ce que tu préfères, parce que suivant les gens, Flip. Du coup, ton truc à toi pour passer au travers, pour aborder ça, le monde est fait d'incertitudes, on voit le Covid, on voit le contexte. Toi, comment tu t'y prends? Est-ce que tu as une recette que tu t'es développée au fur et à mesure du temps? Comment tu fais en fait pour continuer à avancer? J'ai pas de recette magique. Je ferme les yeux et j'accélère, mais il y a un peu de ça. Non, une fois de plus, ça vient de la team. Ça vient d'un doute seul, tu rentres dans un cercle vicieux, tu passes en boucle et là, t'as pas la solution qui sort. Ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai passé des nuits, mais tout le monde, tout mec qui a fait ce type de projet a ça, des nuits complètes à chercher la solution et à tourner en rond et tu vois plus que les problèmes et en plus tu dors pas bien, donc le lendemain t'es pas bien. Enfin voilà, ça évidemment que je l'ai eu et que je l'aurai encore. Maintenant, les périodes de doute, et c'est la force du collectif, c'est que tu mets autour de la table les bonnes personnes, t'exposes clairement pourquoi on est dans le mur ou pourquoi je doute et de qu'est-ce que je crains, et après tu laisses agir. Je le disais, il y a plein de gens super dans la boîte, et puis tu auras le prisme, la réponse qui peut venir de la techno, la réponse qui vient du process, la réponse qui vient de la RH, et après toi ton job c'est de mixer tout ça et d'arriver à une solution. Mais quand il y a doute, c'est que la solution ne m'apparaît pas évidente et elle viendra de quelqu'un d'autre ou de l'équipe en général. Et c'est toujours comme ça que ça marche, quoi. Tu parlais du fait que ton aventure entrepreneuriale a démarré la trentaine, pas d'enfants, pas de crédit, probablement trois sous de côté, ou pas d'ailleurs. Ouais, ou pas. J'imagine que maintenant c'est un peu différent, ta situation perso. C'est quoi l'importance et la valeur ajoutée, ou pas d'ailleurs, de ton entourage dans ton aventure? Ouais, ouais, à titre personnel, c'est hyper important. Donc ouais, j'ai démarré, pas d'enfants, pas de crédit, pas de maison, donc pas trop de risques. Voilà, et puis en plus, on avait des CV derrière. Donc, du coup, si on se plante, on retournera à l'usine. Enfin, bon, c'est pas non plus dramatique. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à me fixer à titre personnel dans un couple
parce que mon rythme de vie, et on dit ouais ma boîte c'est mon bébé, il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire que quand tu comptes pas tes heures et que la priorité dans ta vie c'est de répondre à tes clients, à ton machin, à ta croissance, il n'y a pas beaucoup de place pour avoir une vie vraiment équilibrée, une vie de couple on va dire. Construire un couple c'est quand même quelque chose qui est, maintenant je sais, c'est prenant. Non, et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui bossait encore plus que moi. Et alors là, ça a été le déclic. C'était génial. C'est moi qui courais après pour arriver à passer un peu de temps avec elle. Et en fait, c'est vrai que dans le couple, c'est un équilibre aussi. Alors, on se voit beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, mais c'est quelqu'un qui a une carrière complètement différente de la mienne, mais pour qui le boulot a une place énorme. Excusez-moi. Pour qui le boulot prend une grande place dans la vie, et du coup c'était mon cas aussi, et du coup on n'a jamais besoin de s'expliquer là-dessus, ça marchait très bien et on s'est bien compris, et du coup aujourd'hui c'est quelqu'un qui me comprend, c'est quelqu'un qui me soutient, c'est quelqu'un qui me ramène bien sur terre en disant ça va, c'est pas non plus voilà. Et c'est hyper important là avec le fait de rentrer dans ce grand groupe, etc., les opérations qu'il y a eu, etc., c'est quand même une étape importante pour moi, et ouais, elle me ramène sur terre, elle est parfaite, ça m'aide beaucoup. C'est un message du coup. Ouais, chérie, si tu m'entends. Mais ouais. Je veux juste pas prendre trop de temps, donc on va essayer de conclure aussi, même si j'aimerais qu'on continue pendant des heures, on est bien je trouve. Ce qui va être intéressant pour nous de te poser comme question, c'est aujourd'hui, alors tu es encore au final à l'échelle de ta vie probablement, et je te le souhaite, au début, à la jeunesse de ton projet, de ta carrière. Il y a encore probablement une multitude de choses et d'aventures que tu vas pouvoir expérimenter. Qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui seraient inspirés par un parcours comme le tien? Nous, notre slogan, c'est Achieve Your Future, donc vraiment définir son avenir. C'est quoi ton slogan à toi? Pas évident. Work hard, play harder. Je pense que, mais dans cet ordre, je pense qu'on continuera à faire ça. Souvent, tu te retrouves face à une tâche énorme, et c'est un ancien boss qui disait la meilleure façon de manger un éléphant, ça reste une petite cuillère. C'est aussi quelque chose. Tu parlais de delivery, et je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire que faut faire les choses. Même si ça te paraît énorme, t'attaques, tu commences, et puis t'avances. Et faut faire, et c'est là que je parle souvent de cercle vertueux et cercle vicieux, mais le cercle vertueux c'est génial aussi, que tu commences à faire, du coup mais on a déjà fait tout ça, allez on avance, on continue, et puis t'emmènes les gens, et puis c'est quelque chose de continuer à délivrer. Je pense que c'est la clé, parce que ça t'oxygène le cerveau, voilà. Et alors maintenant, pour vraiment la phrase de fin, je pense que ce serait micro-réalisation dans ma sphère personnelle. Quelque chose qui vient de mon papa, et qui est: on ne peut pas changer le monde. En revanche, on peut faire tous les jours des petites choses, même à titre professionnel. Je ne peux pas changer la totalité de ce groupe ou la façon dont on bosse. En revanche, être conscient que toutes les petites choses qu'on va délivrer au quotidien changeront l'ensemble. Et c'est quelque part satisfaisant. Et ça t'apporte quand même quelque chose. Micro-réalisation dans ta sphère personnelle, au moins tu seras moins déçu, parce que voilà, tu as l'impression de changer un peu les choses quand même tous les jours. On a l'habitude de demander, selon toi, les 3-4 mots qui te caractérisent ou qui spontanément te viendraient si on te les demandait. Alors j'ai une petite idée pour un ou deux, mais... Comment ça? Moi je dirais déjà esprit d'équipe, ouais. pour commencer. Avec tout ce que tu as dit, je dirais aussi avoir du sens. Moi j'en ai un quand même, c'est fun. En fait, c'est pas tous les jours quand même que tu visites le siège d'une boîte, où déjà tu rentres dans la pièce, tu as la salle de réunion avec une vue sur le Sacré-Cœur, avec des skis dans un coin, une plancha dans l'autre coin, un tourniquet de salle de sport dans l'autre, une rangée de 15 PC, donc on retrouve bien on bosse quand même, hein. Exactement, l'aspect work hard. Donc je trouve ça super important, et tu le transmets super bien en fait dans
ne serait-ce que ton savoir-être et ton speech aussi. Je sais pas, on n'en a pas beaucoup parlé de l'aspect fun, à part le play harder, mais j'imagine que pour toi, c'est super important. Ouais, c'est fondamental. Je parlais des temps off, de l'afterwork, etc. Mais dans les recrutements, on disait oh, il est super bon, mais il n'est pas Reza compatible. Et c'est débile, mais il y avait quelque chose qui était. Ça manque de fun, quoi. Il va pas être bien, ce collaborateur-là. Mais le recrutement, c'est hyper dur. On en parlait rapidement, mais c'est hyper compliqué. On apprend, on n'a pas fini d'apprendre là-dessus. Mais il y avait quand même un côté, ok, il est hyper compétent, mais il va pas rester, il va pas être heureux. Il va pas trouver le sens qu'il faut, etc. Et il y en a d'autres, mais qui sont comme des poissons dans l'eau, qui apportent à l'entreprise parce qu'ils sont hyper drôles. Ils bossent vraiment bien, mais ils sont hyper drôles. Et ben, quand tu te lèves le matin, tu sais que tu vas te taper une grosse journée et Dieu sait qu'il y a des problèmes tous les jours et des machins. Mais si au moins tu rigoles un peu, voilà, la journée elle passe mieux quand même. Et ce truc-là, fun, c'est hyper important. Donc je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Je rajouterais accrocheur, le never give up, quoi. Et jamais lâcher, quoi. Tant pis, je passerai le temps qu'il faut. On fera le tour si ça rentre pas comme ça, mais on va y arriver. Et c'est quelque chose qui est mon grand-père le disait de moi en disant oh, c'est dingue comme il est accrocheur ce gamin. Et s'il faut refaire, je fais un peu de menuiserie, un peu d'autres trucs comme ça à côté. Et s'il faut recommencer 12 fois le truc parce que ça me va pas, je recommencerai, mais je lâcherai pas l'affaire. Et ce truc-là, je pense qu'au bout de quelques années, ça commence à payer aussi, quoi. Merci beaucoup, Fred. C'était un plaisir. Vraiment un plaisir de te rencontrer, un plaisir d'échanger. C'est un beau parcours qui va en inspirer plus d'un. On te remercie encore pour le cadre. Ça, j'ai rien fait. Nous, on se régale. Il fait hyper beau en plus, mais ça, c'était pas prévu. Ça. Merci Fred. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bon courage à vous aussi.